Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, débat, chronique, reportage et expertise de nos invités, c'est ce que l'on vous propose tous les jours à 18h et 22h sur Public Sénat avec au sommaire de ce 29 avril le Rassemblement National sanctionné par la justice mais pas par l'opinion, c'est le principal résultat de notre baromètre Odoxa Mascaré du mois d'avril. Jordan Bardella se hisse pour la première fois à la première place du palmarès de l'adhésion des personnalités politiques, juste devant Marine Le Pen. On analyse ces résultats en détail tout à l'heure. Et puis dans la seconde partie de notre émission, cette question: quel sera le pouvoir du futur pape? Quelle est l'influence diplomatique, le rôle géopolitique du chef de l'Église catholique et de son 1,4 milliard de fidèles? Aura-t-il la volonté de faire bouger les lignes comme François l'avait fait sur la question de l'homosexualité par exemple? Condamner une personne homosexuelle est un péché. Criminaliser les personnes ayant des tendances homosexuelles est une injustice. Le rôle moral et politique du pape, les tractations une semaine avant l'ouverture du conclave. Ne ratez pas notre débat sur ce thème, ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, l'actu politique et ces grandes manœuvres qui commencent autour d'une éventuelle réforme du mode de scrutin. Le Premier ministre consulte les principaux partis sur la proportionnelle. Marine Le Pen en tête. Cécile Sixou. Il est partisan de la proportionnelle, mais ce qui pousse François Bayrou à ouvrir le dossier, c'est la menace d'une censure du RN. L'objectif, c'est que les forces politiques soient représentées à la hauteur de ce qu'elles sont réellement dans le pays et d'éviter évidemment toutes les magouilles, tripatouillages d'entre-deux tours tels qu'on l'a vu quand on voyait M. Attal et les macronistes faire voter pour l'extrême gauche. D'autres partis à gauche souhaitent également cette évolution, mais attendent d'en savoir plus sur les modalités et le type de proportionnel. La question, c'est les intentions qu'il y a derrière. Est-ce que c'est uniquement pour tenir le Rassemblement national ou est-ce que c'est une vraie intention d'améliorer la démocratie en France? Je suis un peu préoccupée de la teneur des discussions. Donc j'espère qu'on pourra avoir des discussions constructives pour sortir de ces débats avec un modèle qui réponde aux attentes des Français. Côté LR, on y est fermement opposé. Le vice de la proportionnelle, c'est que c'est un système qui repose entièrement entre les mains des partis. C'est le régime des apparatchiks, parce qu'il est basé sur la liste. La liste est composée quasiment toujours à Paris. Et donc, on va avoir des pluies de parachutés. Ça s'est toujours passé comme ça. Et le lien avec le territoire, il est aboli. Les Français sont inquiets de la situation internationale, de la situation commerciale avec les droits de douane, de l'emploi. Franchement, au milieu de tout ça, je vais vous expliquer comment on va élire les députés en fonction du nombre d'habitants par département, par région et tout. Vous pensez que les Français sont passionnés par ça aujourd'hui ? Bon. Les LR pourraient tout de même ouvrir les discussions si le Premier ministre met dans la balance la question du cumul des mandats. Un Rassemblement national favori malgré les affaires. Voilà le titre de notre débat. Je vous présente nos invités. Gaël Slimane, bonsoir, bienvenue. Vous êtes président, cofondateur d'Odoxa. On va évidemment s'appuyer longuement sur les résultats du baromètre d'avril. Rachel Garavel-Carcel, bonjour et bienvenue. Vous êtes journaliste politique. Bruno Cotrez, bonjour et bienvenue. Chercheur au CEVIPOF et enseignant à Sciences Po. Et Sophie Dravinel, bonsoir Sophie, éditorialiste politique. Allez, un petit mot quand même. On ne va pas y passer tout le débat parce que comme le disait Roger Carucci, je ne suis pas sûr que ce soit le thème le plus qui intéresse le plus les Français, mais quand même la proportionnelle. Ces consultations là sur la réforme du mode de scrutin, au hasard, François Bayrou commence en recevant Jordan Bardella et Marine Le Pen. Gaël Slimane. C'est pas tout à fait un hasard à la fois de les recevoir eux d'abord, et c'est pas tout à fait un hasard d'aller sur cette thématique. D'abord, du point de vue de l'opinion, oui, les Français, c'est plutôt quelque chose avec lesquels ils sont à l'aise. Après, il faut voir le dosage de la part de proportionnelle qui est proposé. Et puis, c'est une manière d'acheter la clémence, la bienveillance du Rassemblement national, puisque, un petit peu à l'instar de ce qui se passait avec Michel Barnier précédemment, ce gouvernement tient largement parce que Marine Le Pen ne baisse pas le pouce et pourrait à tout moment en avoir envie ou y être contrainte, s'y trouver obligée. Parce qu'il y aura une pression de son électorat, parce que la politique menée par le gouvernement, les orientations proposées sur les retraites, sur la réforme des retraites, sur les impôts, sur la fiscalité des seniors, pourraient
lui mettre une telle pression à Marine Le Pen, de par son électorat, qu'elle aurait envie de censurer le gouvernement. Donc c'est une manière d'essayer sans doute d'acheter un petit peu tout cela. Ouais. On reparlera quand même des deux qu'on voit en photo, Marine Le Pen et Jordan Bardella, parce que un des enseignements clés du baromètre, mais ce sera pour tout à l'heure, c'est certes qu'ils ne sont pas sanctionnés par l'opinion au premier tour. Oui, n'en dites pas trop. Mais attention, tour, quand même. Il y a un teaser. Voilà, il y a un teaser. C'est un très bon teaser. On détaillera tout ça avec Lorraine Barrière dans un instant. Rachel Garade-Valcarcel. Alors, la proportionnelle, évidemment, ça dépend quelle dose, ça dépend, etc. Bon, c'est très compliqué de faire une réponse générale, mais est-ce que ce serait forcément un cadeau pour le Rassemblement national ? Dans l'état actuel des choses, si on garde le mode de scrutin actuel, le Rassemblement national est le camp qui profite le plus de ce mode de scrutin, puisque c'est celui qui a le plus de chances de pouvoir gagner une majorité absolue avec ce mode de scrutin. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 10 ans, ce ne sera peut-être pas le cas dans 10 ans, mais aujourd'hui, effectivement, il n'a plutôt pas intérêt à changer le mode de scrutin, le Rassemblement national. Mais je reviens sur ce que vous disiez, ça n'intéresse peut-être pas les Français, mais c'est toujours un souci, c'est-à-dire que quand on approche des élections, on dit c'est pas le moment d'en discuter, puis quand on est entre deux élections, je suis 100% d'accord avec vous. On dit ça n'intéresse pas les Français. Oui, mais c'est un truc assez clé. Il y a plutôt peu de pays qui utilisent le scrutin uni. D'ailleurs, à 2 tours, c'est quasiment unique en Europe, mais majoritaire même, c'est quand même assez rare. Je pense que la proportionnelle, mais une vraie proportionnelle, c'est-à-dire avec des circonscriptions assez grandes, ça peut avoir un effet sur notre vie politique. C'est pas un remède miracle, mais c'est une question qu'on doit se poser sérieusement. Oui, et peut-être sur le lien justement des Français avec leurs élus et avec la politique. Je vous donne la parole tout de suite. Bruno, on écoute d'abord Marine Le Pen. Alors c'est intéressant parce qu'elle avait mis la pression sur François Bayrou très vite sur ce thème-là, puisque le Premier ministre, à peine nommé à Matignon, reçoit Marine Le Pen. C'était, je crois, 3 jours, c'était en décembre dernier, 3 jours après l'arrivée de François Bayrou. Nous avons bien entendu évoqué les modes de scrutin. Je sais que le Premier ministre est attaché à la proportionnelle et il m'apparaît que c'est un chantier, comme je lui ai dit, qui devrait être peut-être pas prioritaire, parce que la priorité c'est évidemment le budget, mais devrait être juste après le budget une priorité pour permettre que l'ensemble des Français puissent être représentés et peut-être trouver un mode de scrutin qui permette également de faire émerger une majorité. Bruno Cotresse, est-ce que c'est compliqué? Alors là encore, ça dépend de la réforme, etc. Mais on parlait du timing. Ça prend du temps de changer de mode de scrutin. Il faut le faire quand même un peu longtemps avant une législative. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Oui, ça prend un peu de temps parce qu'effectivement, c'est très technique. Effectivement, c'est pas qu'une opération politique, c'est une opération pas mal technique. Je crois me rappeler d'ailleurs que Michel Barnier lui-même n'avait-il pas confié une mission sur ces questions à Pascal Perrineau. Pascal Perrineau, qui est l'un des habitués de ce plateau. Voilà, on aimerait savoir un peu, est-ce que ça a disparu avec Michel Barnier? Est-ce que c'est toujours là? C'est aussi compliqué parce que je pense que le mal est plus profond à guérir. On ne peut pas simplement toucher au mode de scrutin sans en même temps repenser ce qui ne va pas dans le système politique français, ce qui ne va pas dans le système démocratique français. Il n'y a pas que l'adéquation entre ce qui s'est passé le jour du vote et la répartition des sièges à l'Assemblée nationale, qui est un point faible de notre système. Mais il y a aussi toute la question du mode de décision, de l'élaboration, de la fabrique des politiques publiques, avec de nombreuses demandes qui émanent de la société civile, des citoyens aujourd'hui, pour repenser un petit peu le mode de décision. Donc si on met une dose de proportionnelle pour conserver au fond les mêmes modalités qu'avant, il me semble que c'est un peu pansement sur une jambe de bois. Ouais, effectivement. Allez, on se concentre comme promis sur les résultats et les leçons du baromètre Odoxa Mascaret pour la presse quotidienne régionale et Public Sénat, baromètre du mois d'avril. Et j'accueille Lorraine Barrière tout de suite sur ce plateau. On va... bonsoir Lorraine, bienvenue. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Se poser la question d'abord de Marine Le Pen. Est-ce que sa condamnation a eu des conséquences justement dans cette étude, dans ce baromètre? Eh bien, je vais vous faire une réponse de Normand, Thomas. Okay. Oui et non. Non, parce que déjà, il n'y a pas eu d'incidence, en tout cas, sur les intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle. Elle conserve la même avance sur les autres candidats. Elle serait ainsi créditée de 32% des voix si le scrutin avait lieu demain. Elle est loin devant Édouard Philippe, 20,5% des voix. Ils se retrouveraient tous deux
au second tour. Au second tour, justement, c'est là que la donne change, puisque dans un duel Marine Le Pen et Édouard Philippe, c'est le maire du Havre qui l'emporterait avec 54% des voix contre 46% des voix pour la chef de file des députés du RN. C'est un retournement par rapport au sondage de l'année dernière. En avril 2024, l'ex-premier ministre était battu sur le score de 49% contre 51% pour Marine Le Pen. C'est 5 points de perdu en un an, donc. Autre signe que l'affaire des eurodéputés a eu un impact sur la popularité de Marine Le Pen, elle perd 1 point et la première place dans le palmarès de l'adhésion. Elle se retrouve au même niveau qu'Édouard Philippe, 36% précisément. C'est Jordan Bardella qui arrive en tête pour la première fois, avec 37% d'adhésion, 2 points de plus de gagner en un mois. Justement, Jordan Bardella qui s'est officiellement positionné comme le plan B du RN, que dit le sondage à son sujet? Eh bien, au premier tour, le président du Rassemblement national récolterait un score similaire à celui de Marine Le Pen, 31,5% des intentions de vote. Là encore, Édouard Philippe se placerait en seconde position avec 20% des suffrages exprimés, suivi par le même trio que dans l'hypothèse Marine Le Pen, à savoir Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann, 12%, puis Bruno Retailleau, 9,5%. Néanmoins, au second tour, comme pour Marine Le Pen, Jordan Bardella s'inclinerait face à Édouard Philippe, 46% contre 54% des intentions de vote. Il faut donc comprendre, Thomas, que si la condamnation de Marine Le Pen n'affecte pas le socle électoral pour le premier tour, les possibilités pour le RN de récupérer de nouveaux électeurs au second tour sont clairement limitées. Merci beaucoup, Lorraine. Alors justement, Gaël, c'est le retour du plafond de verre d'une certaine façon. Oui, c'est très bien expliqué à l'instant. C'est en cela, quand même, un mot pour les téléspectateurs qui, pour certains, doivent se dire, mais sont-ils fous de faire des pronostics à 2 ans de l'élection présidentielle? Pitié, ce ne sont pas des pronostics, tout peut changer, même à 4 mois, même à 5 mois. Et c'est une photographie à l'instant T. Voilà. Pourquoi c'est intéressant, cette photographie? Pour ce qui vient d'être très bien expliqué à l'instant. C'est-à-dire qu'il vient de se passer quelque chose de très important, a priori, dans la vie politique, avec la condamnation de celle qu'on présentait, à juste titre, jusqu'à présent, comme la favorite tout court de la présidentielle. Le parti, le Rassemblement national, qui perd sa championne, pourrait se fracasser, tomber. C'est arrivé au moment de Fillon pour la droite. Enfin, c'est quelque chose qui, normalement, aurait vocation à limiter les chances du Rassemblement national à date. Première info très intéressante qui vient d'être rappelée, ça n'est pas le cas. Il y a un recours, mais on le savait depuis longtemps. C'est Jordan Bardella. Deuxième info très intéressante, on voit, ça a été très bien rappelé, que sur le socle de premier tour, elle ne perd rien parce que son avance, c'est pas tellement le score, c'est l'avance qu'elle a sur le second, et même un peu plus importante qu'elle ne l'était il y a 1 an tout juste, dans un sondage qui avait été publié par mes confrères de l'IFOP. On avait un écart qui était moins élevé qu'il ne l'est aujourd'hui. En revanche, la décision de la judiciaire limite son potentiel de voix pour le second tour. C'est-à-dire qu'on a un phénomène qu'on avait vu dans des sondages qu'on avait déjà réalisés ensemble, où quand vous demandez aux Français, comme pour Sarkozy auparavant, comme pour François Fillon, est-ce que vous avez l'impression que la justice a sanctionné plus durement Marine Le Pen pour des raisons politiques? Ce que dit Marine Le Pen. Les gens vous disent, mais n'importe quoi, absolument pas, pour une immense majorité d'entre eux. En revanche, quand on regarde le socle des électeurs et sympathisants RN, comme le disait d'ailleurs le socle des sympathisants et électeurs LR à l'époque Fillon ou Sarkozy, eux ont un sentiment de victimisation. Donc vous renforcez votre socle parce que vous êtes victime. En revanche, alors c'est pas un pronostic encore une fois, mais en revanche, aujourd'hui, cette posture du Rassemblement national et cette sanction judiciaire, eh bien oui, elle refabrique un petit peu un plafond de verre. Alors il y a 2 ans, pour le refissurer et pour faire effacer tout cela pour elle. Bien sûr. Si on revoit le palmarès de l'adhésion, qui est quand même intéressant, parce que c'est aussi l'une des leçons pour la première fois, Jordan Bardella qui arrive en tête et Marine Le Pen juste derrière, et égalité avec Édouard Philippe. Est-ce que ça veut dire, Bruno Cotresse, que... J'imagine que la réponse est non, mais quand même, Le Pen et Bardella sont des candidats interchangeables? Oui, c'est la marque Rassemblement national qui les réunit, qui marque l'opinion. Alors, ils représentent 2 phénomènes différents. Aux yeux de l'opinion, ils n'incarnent pas exactement la même chose. Ils n'ont pas le même âge. Voilà, ils n'ont pas le même logiciel politique exactement. Mais quand même, ce qui est vraiment très intéressant, assez remarquable, je dirais que sondage après sondage, on voit qu'effectivement, tous
tout se passe comme si pour l'électorat du Rassemblement national, peu importe celui qui porte le drapeau, mais l'envie de catapulter quelqu'un au deuxième tour est très 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 forte. Moi j'ai tendance à dire que pour les 2 sièges du second tour de la présidentielle, il y a un siège qui est déjà assez pré-réservé. On va dire les choses comme ça. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, effectivement, l'avance avec le second est considérable, absolument considérable. Je note d'ailleurs dans les données du sondage Odoxa un petit élément, un petit sujet pour Édouard Philippe. Je trouve le score pas impressionnant et qui ne l'expose, qui ne le met pas complètement. Score de premier tour. Ouais, score de premier tour, qui ne le met pas à l'abri d'une surprise. Donc effectivement, pour l'électorat tellement motivé du Rassemblement national, qui en plus est motivé par un sentiment d'une injustice qui est faite à Marine Le Pen, il faut rappeler les mots que Marine Le Pen a employés lorsqu'elle est venue faire son meeting pour que son parti la soutienne dans l'épreuve qu'elle traversait. Elle a parlé vraiment d'une injustice, un déni de démocratie. Elle se posait en défenseuse de la démocratie, elle. Et donc on voit que cet électorat du Rassemblement national, il est très loyal et très motivé. Déjà 3 campagnes présidentielles pour Marine Le Pen, dont 2 finales. Rachel Valcarcel, est-ce que c'est forcément un atout ou est-ce que ça peut être un boulet aussi, ça ? Le fait d'avoir 3 présidentielles derrière elle et quand même 3 défaites. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui ça le soit, dans le sens où malgré tout elle est quand même à la tête d'un mouvement qui est quand même en dynamique, qui représente un truc important dans la société. Après, je suis que moyennement surprise par le fait qu'au fond les deux apparaissent aujourd'hui en tout cas interchangeables, dans le sens où effectivement l'électorat de Marine Le Pen, il se cherche un véhicule électoral pour le changement qu'il désire. Si Marine Le Pen est hors jeu, eh ben, ça ira, peut-être pas, comment dire, exactement copier-coller, mais ça ira sur un autre véhicule. On verra en revanche après par la suite, puisqu'on sait bien que Marine Le Pen, ça ne représente pas exactement la même ligne que Jordan Bardella, si effectivement ça fonctionne dans une campagne. Moi j'attends de voir Jordan Bardella dans une vraie campagne. Souvenez-nous, l'an dernier, il était quand même pas mal en pilote automatique avec l'avance qu'il avait. Il a fait une campagne incroyable. C'est vrai. Alors il y a une question, on va rentrer un peu plus dans le détail, sur la question du vote jeune. Aujourd'hui, on a eu les résultats d'une étude de la Fondation Jean Jaurès menée par Marc Lazare et Yann Algan. Et selon ce sondage, il y a un tiers des 16-30 ans qui se reconnaissent dans un parti politique, qui se reconnaissent dans un parti politique, des jeunes de 16-30 ans, et il y en a un tiers qui disent proche du RN et de la droite radicale. Explication. Du côté de la droite radicale, vous retrouvez certes des jeunes qui sont plutôt en situation d'occupation d'employés ou d'ouvriers, mais qui sont satisfaits de leur travail, fiers de leur travail. Donc c'est à rebours de travaux, et moi-même de travaux, il va falloir que je raye tous mes travaux précédents. C'est une évolution, voilà, faut pas les rayer, c'est une évolution. Le vote du RN était le vote des classes malheureuses. Non, là le vote parmi les jeunes, ce sont de jeunes intégrés. Le vote de la gauche radicale, LFI reste un vote de contestation. Le vote RN devient aussi maintenant un vote de jeunes installés, satisfaits, fiers, mais qui revendiquent cette fierté. Et ça, il nous semble que c'est vraiment une nouveauté. Est-ce que Jordan Bardella séduit plus les jeunes que Marine Le Pen? C'est peut-être simpliste ce que je dis, mais je veux bien vous entendre là-dessus. Peut-être Bruno Cotrez pour démarrer. D'abord, il faut toujours rappeler que les jeunes ou la jeunesse n'est pas une catégorie homogène. Bien sûr. Marine Le Pen capte depuis de nombreuses années une partie du vote de la jeunesse, notamment la jeunesse précaire, notamment un certain nombre de catégories sociologiques où il y a beaucoup de travail précaire, des femmes assez jeunes, fonction publique hospitalière à bas niveau, en particulier de revenus. Et donc ça fait un bon moment que le Rassemblement national est arrivé à capter une partie de la jeunesse. Mais là, ce qu'il nous dit, Yann Algan, parce qu'on discutait un peu, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, il dit il faut que je revoie mes travaux. On disait le vote du RN, c'est le vote des classes malheureuses. Là, non. Parmi les jeunes, sont des jeunes intégrés qui, grosso modo, vont bien. On l'a constaté depuis quelques années dans les études du CEVIPOF. On voit une pénétration du Rassemblement national dans des milieux qui étaient effectivement, qui le sort de sa, entre guillemets, zone de confort habituelle des catégories populaires. Et on a même vu une forme de vote presque ce qu'on appelle parti attrape-tout du Rassemblement national. Et ce qui a fait une des différences très importantes en 2022 entre l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, et celui de Marine Le Pen,
Pen. Celui de Jean-Luc Mélenchon était dans la forteresse de la gauche. Celui de Marine Le Pen arrivait à capter des électorats beaucoup plus différents, un peu à l'image d'Emmanuel Macron, d'une certaine manière. Donc on voit effectivement une transformation importante. Ça illustre simplement que quand une formation politique gagne beaucoup en niveau, qu'elle gagne de plus en plus d'électeurs, et bien forcément elle tape dans plein de viviers différents. Allez, même question Rachel pour commencer. C'est pas nouveau qu'il y ait une partie de la jeunesse qui soit séduite par l'extrême droite, et même depuis Jean-Marie Le Pen, en vérité, le vote pour Jean-Marie Le Pen dans la jeunesse, il est au fond à peu près proche de la moyenne nationale. Et là, on nous annonce qu'environ un tiers des jeunes se sentent proches de la droite radicale ou de l'extrême droite. C'est à peu près ce qu'elle représente dans l'opinion. En revanche, c'est très différent pour la gauche, qui est toujours très surreprésentée dans la jeunesse que dans le reste de la population. Gaël ? Qu'ajouter d'autre ? Vous avez à peu près tout dit. Sur Jordan Bardella. Peut-être structurellement, Bardella, Le Pen, on s'amuse toujours à rechercher dans nos sondages les écarts. Globalement, ils arrivent à séduire les mêmes territoires, et je rebondis sur ce que disait Bruno, c'est-à-dire les zones habituelles de Jean-Marie Le Pen, qui ont été élargies avec des électorats plus nouveaux. Ce qui est plus étonnant, vous l'avez dit l'un et l'autre, c'est pas tellement le taux de pénétration du vote jeune au RN, c'est le fait que des catégories rétives au vote FN se mettent à voter pour eux, comme les seniors par exemple. Si je fais avancer le débat, je reviens à la question de la solidité d'un Jordan Bardella. Est-ce que l'hypothèse Bardella candidat, elle prend du poids dans l'opinion ? Alors, la solidité, je ne sais pas ce qu'elle serait s'il était candidat, bien sûr, parce qu'effectivement, on peut avoir des doutes sur sa capacité à tenir une campagne, mais on a eu, pour de bonnes raisons, objectivement, les mêmes doutes, et on les avait encore il y a peu, on les a encore peut-être, pour Marine Le Pen, et on l'avait vu exploser en vol lors du débat de second tour en 2017 face à Emmanuel Macron, notamment sur les enjeux économiques. Donc, la solidité de Bardella, on verra. En revanche, on a beaucoup dit, à juste titre, que les électeurs RN sentaient que c'était le moment, qu'ils voulaient un véhicule. Enfin, des véhicules, il y en a 2, c'est déjà pas mal. Imaginons que la justice, par exemple, rattrape Jordan Bardella pour quelque raison que ce soit, et qu'on ait les 2 favoris du RN qui soient empêchés. Vous allez jusque-là, vous ? Non, mais c'est une hypothèse politique fiction, vous me demandez. Là, pour le coup, en raisonnant par l'absurde, je ne pense pas qu'un autre leader RN serait capable assez rapidement de se situer à 32% d'intention de vote au premier tour. Et c'est déjà un sacré atout pour un parti politique d'avoir 2 candidats à ce niveau, quoi. Ça c'est sûr. Mais il faut noter quand même que, et ça c'est le cas depuis que Marine Le Pen a pris la tête du Rassemblement, du FN plus du RN, elle a l'habitude de faire de très hauts scores au premier tour dans les sondages en milieu de quinquennat. C'était déjà le cas même dès 2011, ça a été le cas pendant le quinquennat de François Hollande et puis pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron. Et malgré tout, son record au premier tour, c'est jamais toujours qu'un peu plus de 23%. Ces campagnes électorales n'ont pas toujours, même assez rarement, été des francs succès. Elle a eu du mal à transformer l'essai dans là au moment où en fait il y a de la concurrence, parce qu'au fond entre 2 élections, elle est très identifiée. Aujourd'hui, Jordan Bardella est très identifié. Donc, ils attirent quelque chose. Les autres, c'est difficile à dire. Qui sera le candidat de la gauche, des macronistes ? On ne sait pas. Quand il y a plus de concurrence, c'est beaucoup plus difficile pour Marine. La stratégie de Jordan Bardella, c'est de maintenir cette hypothèse, de lui donner de plus en plus de poids. Il y a eu son interview disant « Je serai le plan B de Marine Le Pen ». Il a annoncé qu'il y aurait un autre livre qui va bientôt sortir. C'est vrai que le premier a été un succès d'édition. Alors après, 200 000 personnes qui achètent un livre, ça ne fait pas de vous un favori à la présidentielle, Bruno Cotresse. Non, mais c'est clair que la stratégie pour le Rassemblement national, c'est de faire coexister ensemble les 2 hypothèses. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que leur objectif, c'est de transformer une situation très difficile, Marine Le Pen condamnée sévèrement, en situation positive. Et c'est vrai que le positif pour eux, c'est de faire apparaître cet attelage à 2, effectivement, en permettant à Jordan Bardella de continuer à gagner on va dire en densité, parce que la notoriété et l'image il l'a, mais de gagner en densité sur ses propositions politiques. Évidemment, c'est la question que tout le monde se pose, est-ce qu'à un moment donné, ces propositions politiques de Jordan Bardella vont être complètement cohérentes avec ce que Marine Le Pen va dire, et surtout, que se passe-t-il si Marine Le Pen, finalement, pouvait se présenter à l'élection présidentielle, mais que Jordan Bardella aurait beaucoup avancé un certain nombre de ses propositions. Donc il va devoir avancer, mais avancer de manière
pas aussi libre qu'il ne le pourrait, bien évidemment. Je suis quand même marqué, on est quasiment un mois après la condamnation de Marine Le Pen, et on est passé quand même assez vite d'un moment où, hors de question que ce soit autre chose que Marine Le Pen à l'élection présidentielle, à un moment où l'hypothèse de Jordan Bardella, elle est pas dit clairement, mais enfin, dit assez nettement que c'est quelque chose sur la table pour le Rassemblement national. En fait, je trouve qu'ils ont switché quand même assez vite. Est-ce que ça marchera ? C'est quoi ? C'est un principe de réalité, une sorte de lucidité quand ils analysent finalement le calendrier judiciaire ? C'est même pas en analysant le calendrier judiciaire. Si l'an prochain, elle est condamnée, même sans l'exécution provisoire, elle ne peut toujours pas se présenter. Donc, les chances sont infimes pour elle. C'est ça la réalité de ce qui lui tombe dessus. Alors, il y a Sophie, on va ouvrir un chapitre qui ne va peut-être pas durer 25 minutes, mais un chapitre quand même. On va peut-être compter un nouveau candidat nationaliste. Dites-nous tout. Eh bien, écoutez, de qui Cyril Hanouna est-il c'est de Cyril Hanouna. Penser un candidat populiste à la présidentielle. Alors, ça aurait pu être le titre d'une thèse en sciences politiques, un travail fouillé et sérieux sur cette France tentée par la rupture radicale, les dégagistes, les anti-systèmes. Un travail qui refuserait de se limiter à l'aspect vulgaire et purement potage de l'animateur télé pour se pencher sur l'engouement qu'il suscite, il est vrai, dans un espace politique jusqu'ici dévolu à Éric Zemmour, et parfois d'ailleurs bien au-delà chez certains désespérés. Les plumes étaient suspendues, alors que Cyril Hanouna est attendu sur M6 à la rentrée de septembre, où il doit faire tout autre chose que de la politique. Elles étaient aiguisées aussi ses plumes, plus que ma voix, car l'animateur s'est plu à laisser dire son envie de diriger la France. Cyril Hanouna, cette semaine, est en une de Valeurs Actuelles. Un costume sombre, cravate, sérieux, coiffé, et le titre est limpide. 2027, le candidat Hanouna. Sauf que là, juste avant que l'émission ne démarre, l'info est tombée. Absolument, sur Europe 1, le candidat, pseudo-candidat, ou peut-être candidat putatif, mais qui dit non, c'est à lever le voile. Je ne me présenterai pas en 2027, ni en 2032, ni en 2037. Ma seule priorité, a-t-il dit donc ce soir sur Europe 1, c'est de faire dans les siècles, attention, dans les mois, les années et les siècles à venir, jusqu'au siècle. Voilà, absolument, c'est de faire rire les Français. Bon, alors voilà, on pensait que c'était un scoop, en fait c'est un coup. On ne sait pas bien ce qui s'est passé pour le moment. En tout cas, un coup effectivement pour la revue donc Valeurs Actuelles, qui est concurrencée, il faut le dire, par la Jeunette Frontière sur un même créneau des droites nationalistes, et qui a peut-être eu envie de faire parler d'elle. En tout cas, peut-être aussi que Cyril Hanouna a eu un tout petit peu peur des études ou de ce qui a été recherché sur lui en matière de potentiel de vote, parce qu'on apprenait que selon Frédéric Dabi de l'IFOP, eh bien, il n'y avait que 10% de potentiel électoral. Et le potentiel électoral, je parle sous votre contrôle respectif, c'est rien, c'est très peu de choses. Et 10% de potentiel électoral, c'était encore vraiment très peu de choses, sachant que un autre institut de sondage, il y a un an exactement, Cluster 17, donnait 3% de Français qui envisageaient voter pour lui. Et à titre de comparaison, on avait 25% des mêmes Français qui se disaient intéressés par le général de Villiers, frère de l'ancien candidat à la présidentielle de 2007. Bon. Donc, en fait, vraiment, Cyril Hanouna est un adorateur du buzz et de ses fans. Mais le voile est levé, et lui qui s'est fait amuser, il s'est amusé à faire flipper les QG des candidats concurrents. Ont-ils vraiment flippé ? On va pas y passer trop de temps, mais quand même, quand on dit potentiel électoral, ça ne veut pas dire grand-chose en fait. En fait, potentiel de vote, c'est tout simple pour que les téléspectateurs comprennent. C'est une question où vous demandez pour une liste de candidats si vous pourriez probablement, certainement ou probablement voter pour lui. Donc vous pouvez dire oui sur plusieurs candidats. Donc statistiquement, en général, en moyenne, si vous faites 10% de potentiel de vote, vous vous situez à 2 ou 3% d'intention de vote. Ça dépend bien sûr des individus, des socles qu'ils ont. Donc c'est effectivement très peu de choses. Il n'avait pas envie de faire le même score que Anne Hidalgo. Il partait finalement peut-être en intention de vote plus haut que n'a fini la candidate du Parti Socialiste. On peut dire que c'est pas si mal. Est-ce que c'était une hypothèse, elle est refermée, qui sait pour combien de temps, mais prise au sérieux par des états-majors politiques, Rachel ? Comme Jean-Marie Bigard, il y a toujours l'idée qu'il pourrait y avoir quelqu'un qui sort de nulle part. On parle aussi beaucoup d'un grand patron, pourquoi pas, alors qu'on dit beaucoup qu'ils sont beaucoup plus écoutés dans le débat public. Moi, j'ai quand même un peu l'impression que tout ça est un peu lié à l'élection d'Emmanuel Macron, de quelqu'un qui
je dirais pas qu'il est sorti de nulle part, mais enfin, lors de l'élection de son prédécesseur, il était littéralement inconnu de 99% des Français. Ouais. Et depuis lors, vous avez beaucoup de gens, que ce soit des politiques ou pas des politiques, qui se disent pourquoi pas moi. On a eu Coluche quand même il y a bien longtemps mais aussi. C'est un autre monde. Ouais. Mais je ne compare pas Cyril Hanouna et Coluche, mais je dis que... Mais juste pour finir, en fait, je trouve que l'idée qu'en fait, même sans suivre une sorte de cursus honorum qui d'habitude mène à la présidence de la République, en fait, ça a considérablement dégradé notre débat public qui était déjà très matrixé par l'élection présidentielle, et je trouve que c'est encore pire depuis 2017. Et on pense à Laetitia Krupa qui avait publié la tentation du clown. On est vraiment, vraiment là-dedans. En tout cas, c'est un très joli coup de pub, puisque même nous, sur Public Sénat, on consacre quelques minutes à l'hypothèse Hanouna. On va plutôt, peut-être, ce que ça me fait naître comme question, Bruno Cotteret, c'est la question du potentiel électoral de la droite radicale ou de l'extrême droite ou de la droite nationaliste, employer les termes que vous souhaitez. C'est-à-dire, est-ce que ce potentiel qu'on a décrit, qui est quand même vaste, qui est quand même solide, va faire naître d'autres vocations? Vous voyez ce que je veux dire en se disant, il y a un potentiel électoral, donc j'y vais. Forcément, tout le monde pense au cas de figure d'Éric Zemmour, évidemment, qui lui aussi a eu un sondage d'intention de vote qui montait jusqu'à 15%. Par contre, c'est vrai que quand on regardait de près les sondages d'intention de vote pour Éric Zemmour, on voyait que le phénomène était assez plat. Il n'y avait guère qu'une différence homme-femme, où les femmes avaient l'intention beaucoup moins de voter Zemmour que les hommes, mais dans toutes les catégories politiques, sociologiques, ça fluctuait assez peu. Et moi, quand je voyais ça, je me disais, ça veut dire que le phénomène n'existe pas vraiment dans l'opinion. C'est un phénomène lié à la personnalité emblématique et médiatique qu'était Éric Zemmour, mais fondamentalement, qui ne s'inscrivait pas dans vraiment le cœur de l'électorat. Il a quand même fait 7%, c'est quand même pas mal de faire 700% à l'élection présidentielle. Ce qui aurait fait rêver quelques autres candidats et candidates. Évidemment, donc ça veut dire qu'effectivement, ce large potentiel de la droite extrême peut effectivement nourrir des ambitions, d'autant si jamais Marine Le Pen ne peut pas se présenter, que Jordan Bardella finalement en 2027 n'arrivait pas à se qualifier au deuxième tour. Donc on pourrait presque faire le pari d'une multiplication de candidatures dans cette famille politique, Gaël Sliman? C'est une bonne question, si je puis me permettre, parce que quand on fait le total des intentions de vote de notre sondage, de la droite radicale, on a 3% à Zemmour, 2% à Dupont-Aignan, 32% à Le Pen, ou à peu près pareil à Bardella. Donc on est à 37%. Vous avez pas loin à l'orée des 10% sur une candidature Retailleau LR, qui est LR, mais qui est sur une ligne qui est une ligne un petit peu dure. Donc une partie de cet électorat pourrait être sensible à des personnalités plus à droite, on va dire. Donc on peut se tutoyer, s'approcher des 50% au premier tour. Il y a donc alors, ce n'est qu'une photographie, pas du tout un pronostic. La gauche est un petit peu vaporeuse, évanescente, n'a pas d'espace pour le moment, et ça va changer sans doute. Mais c'est énorme. La différence, si on veut refaire le lien avec Hanouna une seconde, c'est que beaucoup se disent, regardez aux États-Unis, il y a Donald Trump, sur une ligne à la fois clownesque, anti-système, très à droite. Vous avez Javier Milei en Argentine. Vous avez tout un tas de personnes. Vous avez eu Bolsonaro au Brésil. Donc on a eu tout un tas de personnalités qui, à la fois sur le champ politique et sur la posture, l'attitude personnelle, pouvaient faire sens avec un Hanouna d'une certaine manière. Sauf qu'en France, ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'il y a, à chaque fois qu'on a testé des images de personnalités étrangères, comme Trump par exemple, on voit qu'il y a un blocage. Et le succès du Rassemblement national aujourd'hui et de Marine Le Pen, on l'a beaucoup appelé des diabolisations, c'est le fait d'être sur une ligne où sur la forme, on est plus en costume cravate qu'en bruit et fureur. Et donc, la conjugaison des deux, le Trump à la française, pour le coup, je ne vois vraiment pas d'espace politique pour une personnalité qui incarnerait cela. Et d'ailleurs, Cyril Hanouna s'est mis pour ça. La photo, elle est en costume à l'heure actuelle. Donc il avait conscience aussi dans son coup de l'image qu'il devait donner. Il s'était déguisé en président, peut-être. Voilà, absolument. Oui, et puis je ne sais pas quelle est la part d'influence aussi de ces projets d'émission l'année prochaine et d'un groupe M6 qui n'a aucune envie, je pense, d'avoir un animateur qui fait de la politique. Il y a aussi la question des budgets que son entreprise va pouvoir décrocher pour la saison prochaine. Ce qui est un peu curieux, c'est que dans l'article de Valeurs Actuelles,
ils disent avoir eu accès aux programmes, aux éléments programmatique détaillés. Oui. Et donc ça, c'est un tout petit peu curieux parce que ça veut dire que s'ils ont eu accès à ce document, bon, on doit les croire, évidemment, mais ça veut dire que Cyril Hanouna a rédigé quand même quelque part, y compris sur un coin de table, quelques propositions. Bon, finalement, ça nous amuse aussi, on y a passé pas mal de temps. Oui. Allez, il y a d'autres leçons passionnantes de notre baromètre, Gaël, sur les champions de chaque camp. Qui serait le mieux placé? Tiens, on va commencer par le Parti Socialiste. Vous avez testé 3 personnalités, Raphaël Glucksmann, François Hollande, Olivier Faure, ça donne quoi? C'est aussi pour ça qu'on les a testés, pour pouvoir faire une intention de vote derrière, sans multiplier par 50 les hypothèses de candidature. Retenons ceux ou celles qui s'imposent au sein de leur camp, que ce soit du point de vue des Français, qui disent c'est le meilleur candidat pour son camp, ou a fortiori au sein du camp lui-même. Glucksmann, on a 41% des Français qui pensent que ça ferait un bon candidat pour son camp. On est à 29 pour Hollande, à 27 pour Faure. Et si on regarde ce que nous disent les sympathisants PS, l'écart est encore plus net. On est à 77% qui font de Glucksmann, qui n'est pas socialiste, le meilleur candidat du PS, devant l'ex-président François Hollande, 56%, et l'actuel patron du parti, Olivier Faure, 41%. Donc à gauche, du point de vue de l'opinion, il n'y a pas de match, en fait. Il y a un candidat qui est désigné par l'opinion, qui serait, quelle qu'elle soit, cette opinion. Ce qui est quand même intéressant, parce qu'il n'a pas pu capitaliser sur son bon score aux européennes à cause de la dissolution annoncée par Emmanuel Macron très rapidement, non? Vous n'êtes pas d'accord, Rachel Valcarcel? Depuis disons, la fin de la séquence électorale, il est quand même dans une stratégie présidentielle assez évidente. Il essaye de structurer son parti. Il ne veut pas trop se mêler du congrès du Parti Socialiste pour pas trop se mouiller dedans. Il annonce un programme pour les prochains mois. Bon, quand même, on peut pas. Oui, mais il a quand même été un peu gommé de la photo dans les mois qui ont suivi les européennes. Un peu quand même, mais absence. Enfin, sans offense du tout pour qui que ce soit, il y a aussi le niveau de rejet ou de non-désir que peuvent susciter les autres. C'est-à-dire que vous avez un Glucksmann, on a testé très souvent, sa posture, ses opinions, ça passe assez bien auprès des Français et des sympathisants de gauche, face à un ex-président que les gens trouvent sympathique mais n'ont pas envie de voir revenir, et face à un premier secrétaire du PS qui trouve un peu ectoplasmique. Donc, dans cet univers-là, il s'en sort très bien. Juste pour les autres candidats, Édouard Philippe. Alors, on le fera un peu après. Je reste sur la gauche. Est-ce que la gauche, on va dire non LFI, non mélenchoniste, peut, d'après vous, Rachel Valcarcel, se frayer un chemin jusqu'au second tour? Parce que si on regarde la question qu'on se posait. La gauche non mélenchoniste, c'est autour de 18%, si je ne me trompe pas. C'était 12 pour le candidat, mais vous avez grégé avec d'autres? Les communistes et les écolos. Ah oui, d'accord. Donc ça supposerait une alliance des... on n'y est pas, je suis d'accord avec vous. Mais l'appétit vient en mangeant. Si une telle option, je veux dire, on n'est pas très loin des 20% d'Édouard Philippe. Si une telle option paraît crédible pour accéder au second tour, ce qui, je rappelle, n'est pas arrivé pour la gauche depuis 2012, je pense que ça fera partie quand même de la motivation des partis à essayer de trouver un terrain d'entente. Après, encore une fois, je pense que sur la gauche, qui est toujours d'ailleurs à son niveau habituel, c'est-à-dire entre 30 et 33%, c'est à peu près immuable. La question, ce sera à qui profitera le vote utile dans la dernière ligne. C'est ce qui avait poussé Jean-Luc Mélenchon ça a profité à Jean-Luc Mélenchon les 2 dernières fois, mais c'est pas un abonnement pris pour la vie, ça peut très bien tomber sur quelqu'un d'autre. Sophie, vous voulez intervenir et Bruno Cottreras. Il est possible qu'une figure comme Raphaël Glucksmann vienne achever des tensions qui existent au sein de chacune des formations dont vous avez parlé, parce que je pense que les écologistes peuvent très bien se séparer entre une part qui irait rejoindre Jean-Luc Mélenchon et finalement une part qui rejoindrait Raphaël Glucksmann, sans doute aussi chez les communistes, même si l'équilibre ne serait pas le même, mais il y en aura quelques-uns qui viendront quand même, ne serait-ce que pour le vote utile, et chez les socialistes, il pourrait qu'il y en ait quelques-uns. Et du coup, ça va venir finaliser une forme d'éclatement des gauches en 2 camps qui était un peu permanente depuis pas mal de temps. Bruno, ce vote utile dont parlait Rachel à l'instant, c'est une cristallisation tardive en général? Oui, d'abord c'est le fait que la gauche ait eu
deux élections présidentielles de suite très difficiles. Donc le vote utile, c'est un sursaut pour dire il faut sauver la face, la gauche ne peut pas être à ce niveau si faible, les intentions de vote ont joué un rôle très important. Les électeurs s'adaptent aux informations qui viennent pendant la campagne. Un des éléments d'information, c'est les nombreux sondages d'intention de vote. Et ça, c'est la responsabilité de Gaël Sliman et de ses collègues. C'est normal, c'est une partie... Et des journalistes qui les diffusent. C'est normal, c'est une partie des éléments d'information. C'est tout à fait normal que les électeurs soient stratèges un peu, s'adaptent à l'information qui vient. Donc c'est effectivement cette idée. Moi, je retiens sur la gauche la performance assez mauvaise du patron du parti, Olivier Faure, parce que même aux yeux de ses propres sympathisants, il est en situation numéro 3, plus de 30 points derrière Raphaël Glucksmann, de 15 points derrière François Hollande. Et donc ça, c'est une situation qui est assez inédite pour le leader d'un grand parti politique, de voir que les sympathisants de ce parti politique ne le voient pas comme meilleur candidat à l'élection présidentielle. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on s'intéresse juste aux Républicains, à ce match entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Là, il y a quand même un avantage assez marqué pour le ministre de l'Intérieur. Alors, quand même un truc, il n'y a pas de match en fait dans l'opinion. De la même manière qu'à gauche, il y a un favori de l'opinion qui est Glucksmann. Là, c'est encore plus net auprès des sympathisants LR ou des Français quand on leur demande de se projeter sur qui sera le meilleur candidat pour LR. Il n'y a pas du tout de Laurent Wauquiez, il n'existe pas. Vous avez 29% des Français qui disent Wauquiez fera un bon candidat pour LR, 45% le disent de Retailleau, et quand on regarde ce que disent les sympathisants LR, on est à 86% qui disent Retailleau fera un bon candidat, et 55% qui disent non, c'est Laurent Wauquiez fera un bon candidat. Mais une fois que j'ai dit ça, que ce soit très clair, ça ne préjuge en rien de ce qui va se passer. Là, c'est même pas une question de pronostic. Dans quelques jours, c'est-à-dire que sur le vote pour la présidence LR. Il faut bien le dire encore une fois à nos téléspectateurs, les adhérents LR vont choisir, c'est une petite population, une centaine de milliers de personnes, là où les sympathisants LR représentent plusieurs millions de Français, qui représentent les électeurs potentiels de LR. Donc ils peuvent très bien ne pas tenir compte de ce que souhaiterait leur propre électorat. Ça s'est déjà vu par le passé. Les écologistes, notamment, sont assez champions pour ça. Donc, ça ne préjuge en rien. Et idem, d'ailleurs, à gauche pour Glucksmann, Faure et Hollande. Mais en tout cas, du point de vue de l'opinion, il n'y a pas photo. J'ajoute quand même qu'on avait fait la même chose pour Philippe et Attal pour le candidat du centre, et que Édouard Philippe s'impose aujourd'hui auprès des Français davantage, même s'ils aiment bien Gabriel Attal, et auprès des sympathisants Renaissance aussi, comme meilleur candidat pour son camp, pour le moment. Restons pour conclure sur l'hypothèse Bruno Retailleau. Encore loin d'un second tour d'une élection présidentielle, Rachel Garde-Valcarcel. Là, la différence que je vois, par exemple, avec l'état de la gauche, c'est que j'ai du mal à voir où sont réellement ces réserves. Voilà, exactement. Ou alors, il faut aller piocher au RN, mais ça paraît quand même assez un truc assez solide. Ou alors, il faut aller chez les macronistes, mais sur quel thème? Non, c'est pas évident. Après, c'est sûr qu'un 9-10% pour LR, dans une période de disette, ça paraît pas si mauvais. Mais comment dire, c'est vrai que oui, là j'ai plus de mal, j'ai l'impression qu'ils sont quand même un petit peu bloqués. C'est ce qu'on constate depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Ils sont bloqués entre les macronistes et un RN très fort. C'est assez difficile. Ouais. C'est une trajectoire quand même d'explosion, de croissance rapide quand on parle de Bruno Retailleau. On l'imaginait peut-être pas là où il est il y a 6 mois, mais avec ses limites. Bruno Cotterêts. Oui, c'est ça. Il est très incarné dans l'opinion sur sa fonction de ministre de l'Intérieur. Il est sur ses thèmes à lui. Il joue à domicile. Il a toujours beaucoup investi cette question. Donc c'est un dossier dont on voit qu'il le maîtrise. Il est crédible sur ce dossier aux yeux de l'opinion, mais c'est vrai qu'on ne gagne pas l'élection présidentielle sur un seul dossier. Et notamment, il y a la grande question qui va arriver dans les débats très rapidement de l'élection présidentielle, qui va beaucoup la structurer, qui est la question déficit public, périmètre d'action de l'État. Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce que l'élection présidentielle est au contraire le moment d'un grand choix sur la question de nos déficits publics et de comment Et du modèle social français, notamment. Et là-dessus, Bruno Retailleau, sans aucun doute, a des positions, j'imagine, assez tranchées. Et il va sans doute perdre un peu en popularité à ce moment-là. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.